attaque au couteau dans le métro de Tokyo visant strictement les femmes. Association d'étudiants japonais qui apprennent à agresser les femmes en réunion. Streameuse japonaise qui déclare que les hommes d'1m70 n'ont pas de droits humains. Et enfin, génération d'hommes qui se sentent comme des perdants. Gozaimasu, célibataire involontaire, expression contractée pour donner le mot incel. Elle est utilisée pour désigner des hommes qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Toutefois, si en 1997, lors de la création du mot, la définition s'arrêtait ici, aujourd'hui le mot incel a une autre connotation, celle de la misogynie, la haine des femmes. Et au Japon, malheureusement, ce n'est pas ce qui manque. Point malus aux examens d'entrée en médecine pour les femmes, des femmes dégagées du dohyo, le ring des sumo, même lorsque ce sont des médecins et qu'il s'agit de sauver une vie, harcèlement au travail surtout lorsqu'elles sont enceintes, perte quasi systématique du nom de famille dans les mariages, attouchement et prise de photos clandestines dans le métro. Et ça, c'est sans compter les hommes qui viennent bousculer lourdement, et ça sans aucune raison. Vous avez certainement déjà entendu parler des Butsukai Otoko, ces hommes qui visent les femmes pour leur donner d'énormes coups d'épaule. J'ai fait une vidéo dessus et après analyse, selon moi, c'est une extension du harcèlement que les femmes subissent au travail. Mais c'est aussi le reflet d'une frustration colossale que certains hommes accumulent. Et ça commence avec le salaire. Ce sont des phrases qui datent du siècle dernier mais qui sont encore très présentes dans les mentalités d'aujourd'hui. Et pourtant, contrairement au siècle dernier au Japon, la réussite n'est plus autant garantie par le travail. Nous sommes toujours dans une société japonaise qui n'a pas réussi à se remettre du crash de la bulle économique du début des années 90. Les salaires n'augmentent pas alors que l'inflation grimpe en flèche depuis quelques années. Et ça vient impacter directement la capacité des Japonais à trouver un partenaire. Ou plutôt devrais-je dire une partenaire. Car effectivement au Japon il y a un lien très clair entre l'instabilité de l'emploi des messieurs et le retard, voire l'absence de mariage chez eux. Après, c'est pas non plus une question que d'argent et de stabilité, mais aussi d'occasion. Même si ce n'est pas dans toutes les entreprises, avec autant d'heures supplémentaires, les occasions pour rencontrer quelqu'un sont très faibles. Et ça vient rejoindre la fameuse crise de la solitude au Japon, qui est quand même appuyée par l'OCDE. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les réseaux sociaux? Mais là encore, la dévalorisation, elle est extrêmement forte. Le web japonais est giga violent envers les hommes considérés comme faibles, c'est-à-dire les hommes pas très attirants, généralement sans le sou et sans partenaire amoureux. Il y a en japonais le terme tig ou encore le terme jakusha dansei qui veut littéralement dire homme faible. On trouve aussi des hashtags comme dokushin chunen dansei, homme célibataire d'âge moyen, ou encore l'abréviation KKO qui veut dire kimokute kaneganai oji-san. Alors c'est giga violent, si je dois le traduire littéralement c'est vieux gars, sans le sou, repoussant. Et forcément, ce genre d'insulte, ça mène à des cercles vicieux autour de la dévalorisation personnelle. Tu te replies sur toi, ce qui accentue la consommation de contenu toxique, et ça mène à une rancœur envers la société tout entière. Et j'avoue que cette société japonaise, elle ne fait pas grand chose pour aller dans le bon sens. Vous ne vous mariez pas, vous ne faites pas d'enfants. Oui, les hommes et les femmes de cette génération sont souvent tenus pour responsables de la crise démographique du Japon. Mais alors si on récapitule tout ça en une phrase, malgré le manque de perspectives d'avenir, d'argent, de relations, les insultes sur le net, la pression continue sur les questions démographiques, on rabâche continuellement que le Japon est une société patriarcale. Et c'est pas faux, mais ça a pour conséquence de faire naître ce genre de pensée à ces hommes-là. Je suis accusé de profiter d'un système dont je suis moi-même le perdant. Alors comment un pays considéré comme un des plus patriarcales au monde arrive à créer une génération d'hommes perdants qui se sentent même inférieurs face aux femmes? Comment les hommes se sentent humiliés publiquement tous les jours? Comment certains vrillent en ce qu'on appelle des hommes invincibles? Bienvenue dans le monde des incels et des hommes faibles au Japon. Aujourd'hui, on parle et on va parler beaucoup de culture d'internet et des réseaux sociaux. Mais encore faut-il y avoir accès lorsque vous êtes au Japon. Je vous le dis d'emblée, vous avez 10% de réduction sur votre première commande avec le code Louis. C'est tellement bien fait que tu peux tout préparer avant même d'arriver dans le pays et une fois que tu atterris, que tu désactives le mode avion, et bien tu peux recevoir toutes les notifications qui se sont accumulées pendant tout le vol directement à l'arrivée. Il s'agit bien sûr de Ubigi, c'est une carte eSIM, donc c'est pas physique en fait, c'est tout est sur téléphone. Personnellement, l'application je l'utilise vraiment tout le temps, d'ailleurs c'est sauvegardé comme ça on peut le voir. Je l'utilise quand je vais au Québec, au Maroc, quand je vais en Suisse, parce que oui mon abonnement c'est l'Europe, mais la Suisse n'est pas en Europe, du coup je me fais assassiner, du coup faut bien que je le prenne sur Ubigi. Il y a aussi à Taïwan, au Japon, classique. Et ce qui est bien c'est qu'il y a toujours un forfait qui est adapté à ta consommation. T'as des tout petits forfaits avec 1 giga qui sont valables même pendant 30 jours, ou alors tu utilises la data comme un porcasse comme moi pour uploader des vidéos, et donc du coup là le 50 giga c'est très bien. Au Japon particulièrement, l'abonnement Ubigi choisit systématiquement le meilleur opérateur, donc ironiquement vous avez un meilleur réseau que les Japonais eux-mêmes. Et l'équipe ici Japon Corp a vérifié que même au sommet du mont Fuji, il y a de la connexion avec Ubigi. C'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps dès que je vais en voyage, donc voilà, n'oubliez pas Ubigi. Et n'oubliez pas mon code Louis pour avoir 10% de réduction sur votre première commande, ce serait dommage de l'oublier. Le mot incel en japonais il existe, c'est en katakana incelu. Ouais, ils ont pas été originaux. Sauf que des vidéos que j'ai vues et des articles que j'ai lus en japonais, systématiquement ce mot il est utilisé pour désigner les mouvements à l'étranger. Mais il est quand même rentré dans le langage japonais à 2 occasions. La plus récente c'est avec la série Netflix Adolescence qui a fait le tour du monde.
Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Mais la première fois que l'internet japonais a découvert massivement le mot incel, c'est le 6 août 2021. Station Seijo Gakuenmae sur la ligne Odakyu à 20h30. Pour une heure de pointe, le train n'est pas si bondé. Un homme à l'allure sombre rentre dans la voiture numéro 7. Il regarde autour de lui. Très longtemps, il scrute chaque passager. Le métro part. Pendant ce temps, l'homme regarde toujours autour de lui, et ça y est, il a repéré la personne qui, selon lui, avait l'air la plus détendue, la plus heureuse de la rame. Il s'agit d'une jeune fille qui, comme tout le monde, pianote sur son téléphone. L'homme sort alors un couteau et plante la jeune fille. Son cri de peur et de douleur résonne dans toute la rame. Second coup de couteau. Les passagers autour s'enfuient en hurlant de terreur. Le sang coule à flot depuis la poitrine de la victime, mais elle est toujours consciente. Dans un élan d'adrénaline, elle se lève pour s'enfuir, mais son agresseur l'en empêche. Il la poursuit en plantant sa lame dans son dos. Elle s'effondre. Et il continue de la taillader en allant si fort que le manche du couteau se brise et devient alors inutilisable. L'agresseur parvient à s'enfuir en descendant du métro. Et à 22h, il va dans un combini et annonce directement au vendeur « J'ai commis le crime dont on parle actuellement aux informations ». Peu de temps après, il est arrêté par la police et miraculeusement, la femme qui l'a poignardé et tailladé a survécu. Et si l'histoire s'arrêtait là, c'est un peu malheureux, mais les médias japonais n'auraient pas été autant en alerte. Ce qui va déclencher tout le battage médiatique, ce sont les aveux de Yusuke Tsushima. Depuis 6 ans, quand je vois une femme heureuse, je veux la tuer. L'homme de 36 ans déclare que c'est pour ça qu'il s'en est pris à la jeune femme. Selon lui, elle avait l'air d'avoir réussi dans sa vie, alors que lui était au chômage après avoir enchaîné des petits boulots, dans une situation de pauvreté, et il ressentait une profonde jalousie envers ces personnes qui ont réussi. Ces déclarations, vous vous doutez bien qu'une fois qu'elles seront dans les médias, elles vont susciter chez le public japonais de vives réactions. Des manifestations vont être organisées pour protester contre le fait qu'il est inacceptable qu'une société menace la vie des femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Mais ça, vous vous en doutez, c'est qu'une face de la pièce. Parce que de l'autre côté, dans les forums internet incel japonais, eh bien Yusuke Tsushima est vu comme un martyr. C'est un symbole de leur cause, celle d'un homme qui est allé jusqu'au bout. C'est comme ça que des anonymes souhaitent même la mort aux personnes qui ont manifesté en prétextant qu'ils ne comprennent pas son geste et la souffrance qu'il traversait. Ces fans incel publient même des photos de couteaux similaires à celui qu'il a utilisé durant l'attaque. Et il est là le vrai danger, les incels qui se regroupent en communauté. Parce que comme dans toutes les communautés, si personne ne bouge, eh bien personne ne bouge. Mais s'il y a une personne qui se met à courir, eh bien il y a forcément d'autres personnes qui vont courir avec lui. 31 octobre 2021, le soir de Halloween, une nouvelle attaque au couteau se produit sur la ligne Keio. Un homme de 24 ans déguisé en personnage du Joker poignarde des personnes au hasard dans le métro avant d'y mettre le feu. Les passagers dans la hâte sont sortis par les fenêtres une fois le métro à l'arrêt. Au total, 18 personnes sont blessées et encore miraculeusement, il n'y a aucun mort. L'homme de 24 ans ne montrera pas de résistance et lorsqu'il est arrêté, il déclarera ceci. J'ai été inspiré par Yusuke Tsushima. Mais ça ne s'arrête toujours pas. 8 jours plus tard seulement, le 8 novembre 2021, un homme de 69 ans tente de mettre le feu dans un Shinkansen, les trains à grande vitesse japonais. Heureusement, l'incendie ne s'est pas propagé et s'est rapidement éteint. Et lui aussi, lorsqu'il a été arrêté, il a déclaré qu'il voulait faire comme le Joker de la ligne Keio. Et cette répétition d'événements, ce côté boule de neige, eh bien ça rappelle cruellement les événements incel qui se sont produits aux États-Unis. Après la tuerie de masse perpétrée par Elliot Rodger le 23 mai 2014, Rodger est devenu une figure glorifiée dans certains espaces en ligne, avec même l'expression going ER pour dire faire comme Elliot Rodger. C'est comme ça que le 7 décembre 2017, on a eu la fusillade dans le lycée d'Aztec au Nouveau-Mexique, l'attaque au véhicule bélier en 2018 à Toronto, et la fusillade du Yoga Studio en Floride le 2 novembre 2018. Il y en a malheureusement beaucoup d'autres, mais tous ont pour point commun d'exprimer de la sympathie, voire de l'admiration pour le premier de leur genre, Elliot Rodger. Donc vous voyez bien que le pattern incel misogyne, eh bien il est très similaire au Japon par rapport aux événements aux États-Unis. Et pourtant, il y a quelques décennies au Japon, la misogynie s'exprimait très différemment. C'était ni pire ni meilleur, mais disons que c'était plus institutionnalisé. Parce que toutes les règles sexistes dont je vous parle en vidéo, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se passait dans les années 70 jusqu'à 90. En gros, retenez que pendant la période forte de la bulle économique japonaise, c'était roue libre. Ce qu'on appelle les office ladies, OL, étaient cantonnées au rôle d'assistante, juste à servir le thé et à apporter les dossiers d'un bureau à un autre. Et ça, c'est pas quand elles étaient juste hôtesses d'ascenseur. Oui, c'est juste elles appuyaient sur l'ascenseur. Toute la journée, elles étaient dans l'ascenseur. Après, il faut quand même dire que ce n'était pas spécifique au Japon dans ces années-là. Par contre, il y a un drame qui s'est produit au Japon dans ces années-là, enfin sur la fin de ces années-là, qui reflète particulièrement la domination masculine. Il s'agit d'un des drames les moins bien documentés et pourtant un des plus traumatisants, le drame Super Free. Au Japon, en avril 1998, dans l'université de Waseda, il existait un club, un bukatsu appelé Super Free.
C'était un club tellement gros qu'il avait sa propre société, 50 à travers le pays et une 30 d'employés de bureau dans le quartier de Roppongi. Mais alors c'était quoi leur activité? Ils organisaient des soirées et des rassemblements dans une boîte de nuit à Roppongi. Et surtout, ils faisaient ce qu'on appelle en japonais des mawashi. Une fois à l'intérieur, les membres repéraient des étudiantes, leur bourraient la gueule, les emmenaient dans une pièce vide, puis tournaient. Je pense que vous avez l'idée. Faut vraiment comprendre que c'était tellement habituel pour eux que l'organisation de ce genre d'événement, ils pouvaient la faire en un éclair. Il faudra attendre 2003 pour qu'une plainte soit enfin déposée. Seuls 3 viols collectifs ont fait l'objet de poursuites. 14 étudiants ont été envoyés en prison, mais beaucoup, vraiment beaucoup de ceux qui ont participé sont restés impunis, faute de preuves. Après l'affaire Superfree, la justice japonaise change sa constitution pour être plus sévère envers les cas d'agression en réunion. Cette affaire, à l'époque, elle avait vraiment traumatisé les Japonais parce qu'il y a un gros décalage entre étudiants d'élite et crime organisé. Sans parler bien sûr du nombre de criminels et de victimes. Et aussi le cadre qui est tellement banal, c'est juste une soirée comme il pouvait en avoir un peu partout, et donc on se dit que c'est très facilement reproductible. Mais alors, revenons au présent. Si les termes comme incel ou manosphère ne sont pas trop utilisés par les Japonais, il y a un autre terme pour le coup qui est beaucoup plus souvent utilisé. C'est même une des nouvelles préoccupations majeures de la société japonaise, un phénomène plus large, une nouvelle étiquette qu'on donne à de nombreux Japonais. Et je pense que quand je dis nombreux, vous vous rendez pas compte à quel point c'est nombreux. Jakusha Dansei, littéralement homme faible. C'est un jargon d'internet qui est apparu dans les années 2010 et il est volontairement provocateur. Comment ça, homme faible? Pourtant l'homme est toujours en position dominante dans la société japonaise. Et bien justement, cette expression est là pour casser l'a priori, homme égale personne systématiquement privilégiée. C'est bien parce que personne n'a envie d'être appelé comme ça, mais la catégorie, elle, existe bel et bien. Mais alors maintenant, qui désigne-t-elle? Elle désigne des hommes qui sont dans des situations précaires, isolés, sans perspective d'évolution et qui se sentent effacés, voire même invisibles, pas seulement aux yeux des femmes, mais aux yeux de la société tout entière. Et ils ont vraiment ce paradoxe de se sentir perdants dans une société qui est majoritairement dominée par des hommes. Mais contrairement aux incels qui sont focalisés sur l'idée d'avoir une relation sexuelle avec une partenaire, le Jakusha Dansei, il a pas les mêmes préoccupations. Pour y voir plus clair, voici ce tableau comparatif que j'ai confectionné. On y voit que la misogynie n'est pas une caractéristique de l'homme faible. L'homme faible ne fait pas non plus forcément partie d'une communauté et sa principale problématique c'est la précarité et l'isolement. Je veux bien que vous reteniez que incel et Jakusha Dansei, ce n'est pas la même chose. Un incel peut être un homme faible et un homme faible peut être un incel, mais c'est deux groupes qui sont séparés. Et vous savez, ça m'arrive souvent forcément dans les vidéos de développer des points qui sont des extrêmes. Et j'ai beau dire que ce sont des extrêmes et ça ne concerne pas tout le Japon, forcément on retient quand même le côté extrême. Je pense par exemple aux règles absurdes. Non, toutes les entreprises japonaises n'ont pas des règles absurdes avec 100 heures supplémentaires par mois. Non, il n'y a pas des Butsukai Otoko tous les 10 mètres au Japon. Et non, tous les voisins au Japon ne te dénoncent pas lorsque tu sors mal tes poubelles en tant qu'étranger. Bref, c'est aussi pour ça que dans mes vidéos, je fais attention à ne pas me baser sur mon expérience personnelle, mais bien me baser sur des chiffres. Et je vous avoue, c'est très important par moment comme ici parce que selon mon expérience, ce côté homme faible, Jakusha Dansei, ça concernait pour moi une marginalité et vraiment c'était que quelques personnes qui étaient concernées par ça, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Qu'est-ce que je me suis trompé? 15 millions d'hommes faibles, soit un homme sur 4 au Japon. L'ère des 15 millions d'hommes faibles, c'est littéralement le titre du livre écrit par Toyana. C'est une autrice, journaliste japonaise connue pour ses travaux sur les relations, le mariage et l'égalité homme-femme. Et dans son livre, elle a identifié 16 catégories d'hommes faibles. Ça va des hikikomori en passant par des personnes de petite taille jusqu'aux personnes qui ont leur famille qui sont dans une secte. Le spectre est vraiment très large et ça va beaucoup plus loin que le physique pas trop attirant et sans le sou. Mais très souvent, elle le dit, les hommes faibles ne cochent pas juste une de ces 16 cases, mais bien plusieurs de ces cases. Et la réflexion qui ressort le plus chez les principaux concernés, c'est le fait d'être invisible, de ne pas exister ni aux yeux des femmes, ni aux yeux de la société. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, c'est dans la définition, mais alors comment ça se traduit concrètement? L'exemple le plus violent, ce sont les Kekkon Soudansho, les agences matrimoniales au Japon. Si t'es un homme qui gagne moins de 3 millions de yens par an, ce qui est quand même relativement bas, eh bien les agences matrimoniales refusent tout simplement de t'inscrire dans leur registre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent très bien qu'avec ce genre de salaire, vous allez avoir beaucoup trop de mal à trouver un partenaire et donc ça ferait baisser leur pourcentage de réussite. J'ai même trouvé cet article qui traite la question comme si gagner moins de 3 millions de yens c'était une tare absolue et qu'il fallait trouver des combines pour trouver une agence qui vous accepte. Pour la comparaison, bien sûr, une femme qui gagne moins de 3 millions de yens par an et même qui n'a carrément aucun revenu peut totalement s'inscrire dans ces registres. Et tout de suite, le lien entre manque d'argent avec un travail instable et absence de mariage devient beaucoup plus clair. Et ce refus dans les agences matrimoniales, certaines personnes en profitent. Il existe en effet des business ou plutôt des arnaques pour délibérément cibler le portefeuille des hommes faibles. Je pense notamment aux soirées organisées dans des appartements de luxe qui coûtent quand même pour un mec entre 20 000 et 30 000 yens la participation. Mais une fois sur place, vous vous rendez compte de la supercherie, il n'y a absolument aucun luxe et même aucune femme présente. Et si jamais la jante féminine arrive, eh bien elle
elle repart aussitôt qu'elle est arrivée. Une autre preuve qui montre que les hommes faibles sont ignorés dans la société, eh bien, c'est la nature même de ces personnes. Ils ont fait une étude assez précise au Japon, ils ont mis différents profils de différents âges, et on a demandé aux gens lesquels sont les plus kawaiso. Si je dois traduire ça, et c'est pas facile, c'est quelqu'un à plaindre s'il lui arrive malheur. 73% des gens ont pris le plus en pitié la fille de 10 ans. Et celui qu'on prend le moins en pitié avec seulement 5% des votes, eh bien c'est l'homme de 50 ans. Bon, jusque là j'ai envie de dire pas trop de surprise, c'est normal qu'on privilégie la petite fille, mais ça ne s'arrête pas là. Dans le même sondage, on voit qu'une femme au chômage de 50 ans attire 5 fois plus de sympathie qu'un homme au chômage de 50 ans. Oui, c'est une réalité, mais je pense qu'il n'y a aucun homme qui sera surpris. Dans la majorité des sociétés actuelles, on décide de placer les femmes et les enfants en priorité en cas de malheur. Et c'est pas pour rien qu'on dit les femmes et les enfants d'abord en cas de naufrage. Mais attendez, dans le livre, les cas concrets ne sont pas terminés. L'autrice développe aussi d'autres inégalités hommes-femmes, comme le fait qu'uniquement les japonais soient présents dans les métiers qu'on appelle les 3K en japonais. Les 3 K, c'est kitsui, kitanai et kiken. En gros, ce sont les métiers durs, sales et dangereux. Donc les métiers comme militaire, ouvrier sur les chantiers ou encore éboueur. Et c'est toujours pas fini. Encore un autre exemple, les assurances vie de l'État. Si vous êtes marié et que votre femme décède, il faut avoir plus de 55 ans pour recevoir une aide de l'État. En revanche, si vous êtes une femme, il faut avoir seulement plus de 30 ans. Bon, ça pour le coup, vu comment les femmes au Japon, elles sont éjectées parfois de leur carrière lorsqu'elles ont un enfant ou qu'elles se marient, j'ai envie de dire c'est relativement normal. Mais alors maintenant, avec toutes ces inégalités qui existent, voilà, par rapport aux hommes et aux femmes, est-ce que les hommes faibles, ils ressentent de la haine envers les femmes ? Eh bien... pas du tout. C'est là où l'autrice Toyana fait la révélation de son bouquin, c'est la plus grosse différence avec les incels, c'est la responsabilité. Les incels, dès qu'ils ont un malheur, c'est la faute des femmes. Si les incels mettent la responsabilité sur les femmes, le Jaksha Dainsei, lui, reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Une seule personne, lui-même. Jiko Sekinin. 75% des hommes faibles se considèrent comme eux-mêmes responsables de leur situation, contre seulement 3,6% des hommes faibles qui considèrent que c'est la faute des femmes s'ils en sont là. Maladie, physique relativement ingrat ou encore kikomori, même dans des cas où c'est évidemment pas de leur faute, ils s'en tiennent pour 100% responsables. Et ça finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu la base de l'éducation d'un petit garçon. C'est bien si tu ne pleures pas, si tu ne te plains pas, et si tu règles tout par toi-même sans demander de l'aide. Mais alors maintenant, l'autrice elle s'est demandé pourquoi ces hommes ne sortent pas de leur bulle masculine si justement ça les fait autant souffrir. Eh bien, elle a déterminé que pour les Jaksha Dainsei, c'est dur de rester dans la bulle masculine, mais c'est encore plus dur d'en sortir. Au Japon, et là je paraphrase ce qui est écrit dans le bouquin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bouquin. C'est naturel pour une femme de ne pas être attirée par un homme qui n'est pas capable de la protéger. C'est naturel de ne pas se marier avec un homme qui gagne moins que soi. Et c'est logique de ne pas s'approcher d'un homme qui n'a pas de travail stable. Donc en fait, on comprend que pour les hommes faibles, sortir de sa masculinité, eh bien c'est juste renoncer à l'espoir de trouver un partenaire un jour. La société japonaise redevient de plus en plus comme le monde animal, où seuls les individus les plus forts peuvent se reproduire. La majorité des femmes préféreront être mis au second plan par un homme fort plutôt que de se mettre en couple avec un homme faible. Ce sont les pensées d'un certain Matsuo-san, un homme faible qui a été interviewé pour le livre de Toyana. J'admets que ça ressemble beaucoup au discours des incels, mais vous allez voir que la conclusion, elle, est radicalement différente. On a alors le choix, soit on se tait et on se laisse mourir, ou alors on se tue à la tâche désespérément pour monter l'échelle sociale au travail, gagner plus, se mettre à la muscu, faire de la chirurgie pour s'embellir et devenir un homme fort. Ce second choix peut être résumé en une seule phrase dans la langue japonaise, Shinuki despeku ageru. Ça veut dire monter ses caractéristiques un peu comme dans un jeu vidéo avec une envie désespérée. Mais alors maintenant, si on réfléchit 2 secondes à pourquoi il y a autant d'hommes faibles, parce que je vous rappelle, 15 millions quand même. Alors il n'y a pas d'explication claire et nette sur le sujet, mais selon moi, je dirais que ça vient de la bulle économique. Vu que le Japon est incapable de se relever de cette crise, les salaires sont bas et n'évoluent pas. Le pouvoir d'achat se dégrade alors que la quantité de travail, elle, semble toujours rester aussi grosse. Donc bien sûr, il y a toujours des gens qui s'en sortent, les hommes forts, mais il y en a de moins en moins. Et s'il y en a de moins en moins, ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus d'hommes faibles. Mais à la frustration de ces hommes qui se sentent perdants dans un système qui est pourtant dominé par les hommes, se rajoute une autre couche. Si les hommes faibles, ils étaient juste ignorés, ça passerait encore. Mais la réalité n'est pas aussi tendre. Ils sont insultés et bâchés. Effectivement, les Jaksha Dainsei au Japon sont continuellement rabaissés, et ça particulièrement sur les réseaux sociaux. 165はちっちゃいね。ダメですね。170ないと正直人権ないんで。 Ce que vous avez vu là, c'est une compétitrice d'e-sport japonaise Tanakuna qui dit en stream que les hommes de moins d'1m70 n'ont pas de droits humains. Elle le répète quand même pas mal de fois, hein, c'est pas juste une fois, et ça a forcément créé un énorme bad buzz. Mais ça a fait un bad buzz parce qu'elle était à visage découvert, parce qu'une fois qu'on anonymise le tout, là c'est encore plus hardcore. Sur les forums anonymes du Japon comme Hatena, on peut lire des choses comme celle-ci. Les hommes faibles devraient coucher avec d'autres hommes faibles. Légalisons l'euthanasie pour les hommes faibles. Franchement, je me fiche des hommes faibles. Ils n'ont qu'à mourir. On leur a même
trouver d'autres noms plus humiliants comme par exemple KKO. Je vous rappelle, c'est vieux gars sans le sou repoussant, et c'était souvent utilisé par des femmes sur Twitter pour exprimer leur dégoût lorsqu'il y avait ce genre de personnes qui étaient proches d'elles. Mais le terme insultant qui s'est vraiment popularisé, c'est lui. Ce plat, le cheese gyudon de Sukiya, c'est devenu un des plus controversés du Japon. C'est du bœuf sur du riz recouvert de 3 sortes de fromage. Alors il y a une controverse alimentaire, un prix exorbitant ou alors une provenance des produits douteuse? Pas du tout. Ce plat est juste devenu le symbole des hommes repoussants du Japon. Bon appétit. Tout commence avec cette illustration qui date de 2008 où on y voit un homme à l'apparence physique relativement peu attirante. Mais en 2018, l'image va être détournée en y rajoutant une description. Le visage typique de l'introverti, tout le temps sur le net, avec des lunettes, les cheveux noirs, une coupe de cheveux enfantine, un air triste et distrait, une immaturité d'esprit, un visage enfantin dans le mauvais sens du terme car on a l'impression que c'est un collégien bien qu'il soit un adulte. C'est clairement pour se moquer du physique d'une soi-disant certaine catégorie de personnes. Et sur le forum, cette description suivie de l'illustration que je vous ai montrée, elle va susciter beaucoup de réactions. Soit les utilisateurs expriment leur accord avec le fait qu'ils voient très bien de quoi le post veut parler avec ce physique, avec ces personnes-là un peu gloomy, comme on dit en anglais, soit avec autodérision, ils disent qu'ils font eux-mêmes partie de cette catégorie de personnes. Mais alors quel est le lien avec la chaîne fast-food japonaise Sukiya et le plat cheese gyudon? Eh bien il s'agit de la bulle de texte qui a été rajoutée en 2018. Excusez-moi, pourrais-je avoir une grande portion spéciale de bol de bœuf aux 3 fromages avec un œuf mollet par-dessus s'il vous plaît? Alors je sais que ça sonne un peu chargé en français, mais dites-vous qu'en japonais c'est vraiment la commande la plus classique que tu peux faire à Sukiya. C'est l'équivalent du Big Mac au McDo. Et ça forcément ça rajoute le côté banal, sans ambition, sans originalité de la personne. Entre le physique de la personne et la phrase prononcée, le net identifie forcément ces personnes considérées comme moches et sans avenir. Et c'est comme ça que l'association entre le plat de gyudon au fromage et les otaku un peu répugnants et un peu repoussants se crée. Et du coup pour les appeler on utilise le nom du plat, cheese gyudon, et contracté ça donne Chigyu. En 2018 tout se passe sur les forums très spécialisés d'internet, c'est pas le dark web mais bon voilà c'est sombre on va dire. Mais 2 ans plus tard, c'est l'explosion du terme. L'illustration devient un mème pour se moquer des hommes otaku introvertis et repoussants. En juin 2020, pour que vous compreniez, le terme Chigyu était utilisé sur Twitter environ 10 000 fois par jour. Il est tellement populaire qu'il a le droit même à sa propre page Wikipédia. Il y a des musiques parodiques qui sont créées, des openings d'animés en IA, et même si c'est rigolo, il ne faut pas oublier que l'illustration et l'appellation Chigyu, ça reste une insulte et c'est lourdement discriminatoire. Et ça, c'est un développeur de chez Sega qui va en faire les frais. 派手さはないかもしれないです。はい。チーズ牛丼食ってそうな感じ。あ、なるほど。 Il s'agit du directeur commercial de Sega, Toshihiro Nagoshi, responsable de l'équipe de production de Ryuga Gotoku, ceux qui font les jeux Yakuza. Durant live, le 28 juillet 2020, il n'utilise pas directement l'expression Chigyu, mais il y fait une référence très forte. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'engouement e-sport sur le jeu Puyo Puyo, eh bien, il cherche ses mots, il a un peu du mal, il tourne un peu autour du pot, jusqu'au moment où il dit « Ah, c'est des personnes qui mangent des cheese gyudon !» Ça rigole sur le plateau pendant un moment, après il y a un gros blanc, et là on se rend compte qu'il y a un giga bad buzz. Un mois plus tard, il se voit forcé à faire des excuses publiques et un peu plus de 2 mois après l'événement, il annonce sa démission. Alors bien sûr, je pense qu'il y a d'autres explications à sa démission, mais les événements sont tellement collés que c'est difficile de pas faire un lien entre les deux. Et même si c'est vraiment le cas, c'est juste Sega qui veut se protéger, et c'est pas qu'elle prend en considération la situation des Chigyu. Et pourtant, peut-être qu'elle le devrait. Si nous ne faisons rien pour ces hommes que personne n'aime ni n'attend, cela aura un impact négatif sur la société. Celui qui fait ce constat alarmiste, c'est Hiroyuki Nishimura. C'est le fondateur de 2chan, l'un des plus grands forums de discussion anonyme du Japon. Forum, anonyme, je vous le dis, les horreurs, il en a vu passer un bon paquet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent attaqué pour ne faire quasi aucune modération sur son site, malgré les horreurs qui sont présentes dessus. Il dit que c'est pas différent d'une conversation dans un izakaya, et il a pas totalement tort, mais quand même, dans l'izakaya, ça disparaît, alors que sur internet, ça reste. Mais si je vous parle de ce monsieur, c'est parce que niveau débat, ce gars, il est très fort. Une attitude un peu détachée et provocante, mais avec des méthodes de logisticien. Des réponses courtes avec des définitions et des exemples concrets. Et son charisme lui vient aussi de son côté un peu anti-autorité qu'il a au Japon, malgré le fait qu'il ait très bien réussi sa vie d'un point de vue financier. Même quand il se fait humilier par un présentateur qui dit que sa tenue n'est pas appropriée, qu'il est venu en pantoufles, il renverse l'attaque en une seule phrase en disant qu'il voulait simplement que les téléspectateurs qui le regardent et qui l'écoutent soient convaincus par ce qu'il dit et non pas par ce qu'il est. Il a aussi fait des punchlines très marquantes comme « S'il vous plaît, est-ce
est-ce que vous pouvez arrêter de mentir? Qui pour le coup marche beaucoup mieux en japonais qu'en français. Et c'est pour ces raisons qu'il est considéré au Japon comme le Ronpa-o, qui veut littéralement dire le roi du débat. Et ce qui m'a fait rire, c'est que pour un japonais avoir autant de plaisir à débattre, c'est pas très fréquent et ça rappelle plus les caractéristiques de nous, les français. Et devinez où est-ce qu'il vit ce monsieur aujourd'hui? Il vit en France. Bref, tout ça pour dire que ce monsieur met en garde sur le traitement des Chigyu et des hommes faibles au Japon. Parce qu'à force d'être acculés dans leur faiblesse, et il n'a pas tort, ils n'ont plus rien à perdre. L'argent, la famille, les amis, la santé, si tout ça n'a plus d'importance pour eux, eh bien, les conséquences de leurs actes n'ont plus d'importance non plus. Ils deviennent alors ce qu'on appelle des hommes invincibles. Au Japon, environ 20 000 personnes se suicident chaque année. Parmi elles, certaines pensent, puisque la société m'a tant opprimé, je suis prêt à me venger. Ils sont poussés par leur désir à commettre des actes barbares, et la société n'a aucun moyen de restreindre de telles personnes. Je crois que l'on commence enfin à comprendre qu'exclure quelqu'un de la société finira par se retourner contre lui. C'est comme ça que Hiroyuki, encore une fois, les décrit, et pour le coup il n'a pas tort. Le nombre de crimes qui sont perpétrés par des hommes faibles est en constante augmentation. Sur ce tableau, on voit les cas les plus graves de crimes qui sont liés à des hommes invincibles. Il y a le cas des menaces envers l'auteur du manga Kuroko no Basket, qui pour le coup est assez célèbre parce qu'il s'est lui-même décrit comme étant un Muteki no Hito, c'est-à-dire un homme invincible. Il y a aussi le massacre de Akihabara, l'incendie criminel de Kyoto Animation, et bien sûr les incidents sur la ligne Odakyu et Keiyo dont je vous ai parlé en début de vidéo. Cependant, si vous faites attention, il y a un crime parmi cette liste qui ne va pas du tout avec les autres. Pour le coup, même si vous lisez pas le japonais, vous pouvez le détecter. C'est le fait que tous sont référencés comme étant commis au 21e siècle, sauf un seul. 1938. Avant même la Seconde Guerre mondiale, bien avant que le terme incel existe, bien avant que des forums incel existent, au Japon a eu lieu un crime incel bien avant tout ça. Nous sommes le 21 mai 1938, dans un petit village près de la ville de Tsuyama. Aux premières heures du matin, un jeune homme de 21 ans, Toi Mutsuo, se lève en pleine nuit. Ça y est, c'est l'heure. Toi se lève et il se tient devant sa grand-mère en train de dormir. L'expression sur le visage de Toi est froide. Il soulève son arme et d'un grand coup de hache, décapite sa grand-mère. Mais le massacre ne fait que commencer. Pendant environ 1h30, Toi Mutsuo va de maison en maison pour assassiner ses voisins à l'aide d'un fusil de chasse modifié et d'un sabre japonais. À l'époque, aucune maison du village n'était verrouillée la nuit. Et c'est donc au total 11 maisons qu'il visite et 30 personnes qu'il tue de sang-froid. Certaines personnes prises au piège ont tenté d'appeler la police, mais inutile. À 17h la veille, Toi avait sectionné les câbles d'alimentation électrique du village. Toi Mutsuo épargnera étrangement seulement 2 garçons de 9 et 12 ans avant de se donner la mort au petit matin. Il laisse derrière lui 3 choses, 3 lettres de suicide. Une pour sa sœur, une générale et une qu'il va écrire juste avant son suicide. Et grâce à cette dernière, on va comprendre le véritable motif de son acte. La société est un peu cruelle et devrait avoir un peu plus de compassion pour les tuberculeux. Je suis las d'être faible. J'ai décidé de mettre le plan à exécution aujourd'hui, car Teramoto Yuriko, avec qui j'ai eu une relation, était venu au village. Et Nishiyama Ryoko aussi. En résumé, Toi Mutsuo était atteint de tuberculose, une maladie qui à l'époque était considérée comme étant incurable. Et surtout, il a été repoussé par non pas une, mais plusieurs femmes de son village. Et c'est l'accumulation de ces 2 choses qui va le pousser à passer à l'acte. Certains affirment que c'est le premier incel recensé, d'autres sont moins d'accord étant donné que le côté misogyne est moins présent et que c'est plus le côté désespéré qui ressort. Mais j'admets, on sort un petit peu de la vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur complètement autre chose. Est-ce que cette histoire ne vous rappelle pas quelque chose que vous connaissez déjà? Je m'adresse particulièrement aux fans de manga ou même juste aux connaisseurs, on va dire, parce qu'un grand frère qui massacre tout un village en une seule nuit, y compris des membres de sa famille, en laissant uniquement une lettre pour sa sœur, ça me rappelle un autre grand frère qui a massacré tout un clan sauf son petit frère adoré. Oui, je pense totalement à Itachi et même certains détails comme cette scène de Itachi sur le poteau électrique sont troublantes. Je ne peux y voir qu'une énorme ressemblance avec le fait que Toi Mutsuo a grimpé sur un poteau électrique pour justement sectionner les câbles d'alimentation et couper l'électricité du village. Bon voilà, c'était juste la parenthèse, mais pour moi il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit juste un hasard. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce qui est des incels, des hommes faibles, des Chigyu et des hommes invincibles au Japon. J'espère que vous y voyez plus clair, donc oui, il y a des incels au Japon, mais il y a une énorme catégorie bien propre au Japon, les Jakusha Dansei, qui sont beaucoup plus nombreux et qui pour le coup sont des perdants d'une société patriarcale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment qu'est-ce qu'elle était compliquée à écrire. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.